mesdames, messieurs, chers téléspectateurs d'Antenne A qui nous regardez de partout en Afrique et dans le monde, je me trouve ici à Nyon, à Genève et Lausanne en Suisse, au cœur du Paléo Festival, un grand rendez-vous musical qui réunit de milliers de festivaliers dans une ambiance de fête, d'échange et de diversité. Aujourd'hui, fidèles téléspectateurs de la chaîne de référence Antenne A, j'ai le privilège d'être avec M. Jacques Monnier, programmateur du Paléo Festival. C'est un métier passionnant, mais surtout essentiel dans la réussite de cet événement. Sans lui et son équipe, en tout cas, il n'y aurait ni artiste, ni concert, ni découverte musicale. Alors, Monsieur Jacques Monnier, bonjour et bienvenue dans notre émission La Diaspora. Bonjour, ça fait plaisir de vous retrouver. Voilà. Merci. Nous vous recevons dans notre émission. C'est pour éclairer l'opinion nationale, tant qu'internationale, surtout celle de l'Afrique, qui sont en train de nous regarder en ce moment, qui vont devoir découvrir qui vous êtes exactement. Alors, nous allons vous poser la toute première question. En quoi consiste concrètement votre travail de programmateur ici au Paléo Festival? Alors mon travail, c'est de choisir avec deux autres collègues à peu près 120 groupes chaque année. On programme des artistes très différents. On programme des artistes de rock, de rap, de chansons françaises, aussi de électro et puis des musiques du monde. Chaque année, on fait un focus particulier sur une région du monde. Cette année, on a choisi de faire l'Afrique du Nord. Donc on invite 18 groupes du Maroc, d'Algérie, de Tunisie, de Mauritanie. Et puis ces artistes vont jouer dans un cadre très particulier qui s'appelle le Village du Monde, où on fait une décoration très particulière. Là, cette année, c'est une reconstitution de dunes du désert. Et sous ces dunes, il y a une scène, les gens peuvent boire du thé, donc se remettre un peu dans l'ambiance de l'Afrique du Nord. Voilà, merci. Vous avez dit, c'est l'Afrique du Nord qui est au rendez-vous. Donc, en premier lieu, c'est l'Afrique du Nord. Comment vous faites alors pour mettre en avant peut-être une partie d'Afrique? Vous faites ça comment? À peu près un an avant, on choisit la destination. On regarde si dans les pays visités, il y a assez de diversité musicale, parce qu'on doit quand même trouver à peu près 18 groupes chaque année. Donc il faut que les pays visités puissent proposer des artistes assez variés aussi. On aime bien avoir des musiques traditionnelles, mais aussi des musiques modernes, la musique que les jeunes font, qui mélangent leur tradition, leur langue aussi, et puis qui mélange ça avec du rock, avec du rap, avec de l'électro. Donc plutôt les musiques modernes des pays visités. Monsieur Jacques Monnier, votre métier fait rêver, mais j'imagine qu'il comporte aussi des contraintes. Quels sont les plus grands défis de la programmation d'un événement comme le Paléo? Alors, il faut savoir que Paléo, c'est à peu près 50 000 personnes par jour. Donc il faut qu'on trouve des artistes assez forts, des têtes d'affiche qui attirent beaucoup de monde, et à côté de ça, on peut programmer des artistes moins connus, parce qu'on a 8 scènes différentes. La plus petite fait 300 places, 300 personnes, et la plus grande fait à peu près 40 000 personnes. Donc voilà, le défi, c'est de trouver les bons artistes qui plaisent à des publics différents. On a des jeunes de 15, 20, 25 ans qui viennent écouter du rap ou des musiques électroniques. On a des gens adultes qui viennent écouter peut-être la chanson française, et puis ou les musiques du monde, et puis des gens plus âgés qui viennent écouter des anciens groupes de rock. Comme cette année, on avait Simple Minds, Texas, Skunk Anansi, Jean-Louis Aubert, qui était le guitariste de Téléphone, un groupe très connu en France. Mais aujourd'hui, vous pouvez quand même dire à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce net moment, parce que nous sommes sur Antenne A, la chaîne qui est sur Canal Plus et puis TNT. Ils aimeraient aussi savoir quels sont les plus grands défis de programmation d'un événement comme les Paléo, comme je venais de vous demander et tantôt. Mais quelle est la particularité de faire ces métiers au Paléo? Le grand défi, c'est effectivement de rassembler assez de gens, de trouver des artistes assez forts pour donner envie aux gens de venir découvrir ces artistes. Mais on fait un gros travail aussi à Paléo sur l'accueil
du public. On veut que les gens soient très bien accueillis, très bien reçus. Donc il y a beaucoup d'endroits où les gens peuvent se retrouver avec des grandes tables. On fait un gros travail aussi avec la nourriture. On peut manger des plats de pratiquement tous les pays du monde. Donc ça c'est très important. La musique c'est un plaisir, mais on trouve que la nourriture c'est aussi un plaisir. Donc on aime bien faire découvrir aussi une programmation culinaire, je dirais. Mais si aujourd'hui on peut comparer le Paléo avec d'autres festivals, qu'est-ce que vous pouvez dire? Je sais bien que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Ce qu'on peut dire, c'est le Paléo, c'est une expérience, c'est des concerts effectivement, mais c'est aussi des décorations très particulières. C'est toute une ambiance. On dit que c'est une expérience Paléo. Les gens ont l'impression de vivre une semaine un petit peu en dehors de leur vie habituelle. C'est très convivial. Les gens qui sont là sont très souriants. C'est vraiment les gens passent vraiment une bonne journée ici. Journée de partage dans la joie, avec la musique, la bonne humeur. Donc c'est tous ces ingrédients qui font que le festival fonctionne bien. Monsieur Jacques Monnier, est-ce que vous travaillez en équipe et si vous travaillez en équipe, combien de temps à l'avance faut-il commencer un programme d'une édition de grande envergure comme le Paléo? Alors on commence déjà à travailler depuis 2 mois sur l'édition de l'année prochaine, l'édition 2026. Donc c'est un peu plus d'1 an avant qu'on commence à chercher des artistes pour l'édition qui s'en vient, quoi. Voilà, merci beaucoup, nous continuons avec vous. Mais cette année, y a-t-il des artistes que vous attendiez depuis longtemps et que vous êtes particulièrement heureux d'avoir eu ces artistes sur scène des Paléos? Oui, il y a des artistes de rock américains comme les Queens of the Stone Age, qui est un groupe, ça fait peut-être 10 ans qu'on essaie de les avoir, donc dans ce métier, il faut être patient aussi. S'ils viennent pas une année, on est déçus, mais c'est aussi un objectif de les inviter l'année d'après. Et puis j'ai beaucoup aimé des artistes aussi du village du monde, que ce soit Aïta Mon Amour, qui est un duo chanteuse algérienne et un joueur de clavier marocain. Donc ils reprennent des haïtas, ce sont des vieilles chansons de la langue orale marocaine, et c'était quelque chose d'assez magnifique. Pour moi, c'était vraiment le coup de cœur de cet été. Est-ce qu'il vous arrive aussi des fois de contacter un artiste et puis il vous met plutôt en attente sans pour autant qu'il puisse donner son avis favorable? Il vous arrive des fois? C'est-à-dire, à un moment donné, on doit avoir une réponse, positive ou négative, parce qu'au mois de mars, on annonce notre programme, et puis on aime bien pouvoir annoncer les 120 artistes programmés. Donc si un artiste traîne un petit peu trop, peut-être que on va pas pouvoir l'engager l'année en cours, mais peut-être que ça sera une possibilité pour l'année suivante. Voilà, comment faites-vous l'équilibre entre le tête d'affiche, les artistes suisses et les autres internationaux émergents? Alors c'est un espèce d'alchimie. On essaie d'avoir chaque soir, dans chaque style, une tête d'affiche, un artiste moyen et puis des découvertes. Pour nous, c'est très important d'avoir des découvertes pour assurer les têtes d'affiche de demain. Je vous donne un exemple. Il y a une artiste qui marche très bien ici en Europe qui s'appelle Zao de Sagazan. Elle a joué il y a 2 ans sur une petite scène devant 3000 spectateurs. Et l'année passée, elle est revenue, elle a joué devant 25 000 spectateurs sur une scène plus importante. Et cette année, elle revient sur la grande scène, elle va jouer devant 35 000 ou 40 000 spectateurs. Donc pour nous, c'est très important de donner la chance à des jeunes artistes d'éclore, que leur carrière explose grâce en partie à nous. C'est quelque chose qui est très important dans notre manière de fonctionner. Mais c'est Jacques Monnier, est-ce que des contraintes logistiques ou budgétaires des fois vous obligent à renoncer à certains noms de têtes d'affiche? Oui, il y a certaines têtes d'affiche qui sont inaccessibles pour nous parce qu'elles peuvent jouer dans des grandes villes, dans des stades, devant 50 000 personnes ou 80 000 personnes, et ils sont seuls à jouer. Alors que chez nous, chaque soir, on a à peu près 25 groupes, et le cachet qui est demandé par ces artistes est vraiment trop élevé pour nous. Donc on sait que certains artistes pourront pas venir ici parce que l'espace n'est pas assez grand, et il faudrait payer les spectateurs trop cher aussi, augmenter les prix des billets, et on souhaite aussi avoir des prix les plus accessibles possibles pour le public. Merci. Aujourd'hui, Monsieur Jacques Monnier, pouvez-vous avoir n'importe quel artiste pour l'année prochaine? Si aujourd'hui vous pouvez nous dire les noms de cet artiste, ça serait lesquels par exemple?
Alors pour l'instant, on attend. Je vais vite en besoin. Oui. Non, pour l'instant on n'annonce pas. On travaille encore. On n'a aucun contrat signé pour 2026. On travaille d'arrache-pied, mais il faut attendre le mois de mars 2026 pour connaître la programmation du mois de juillet. On annonce à peu près 4 mois avant. Et puis la particularité aussi de notre festival, c'est qu'on vend à peu près 250 000 billets en moins d'une heure. Donc c'est quelque chose d'assez exceptionnel. 250 000 billets. Oui. On vend tous les billets en quelques minutes, en à peu près une heure. Donc c'est assez rare dans les festivals européens un tel engouement, mais le public est vraiment fidèle à notre festival et nous on est très très contents après 48 éditions d'avoir cette force. Donc on doit faire plaisir au public, garder la fidélité du public, c'est aussi un objectif, ne pas s'endormir sur ses lauriers et continuer à se battre pour faire un bel événement. Voilà. Mais c'est Jacques Aumonier, aujourd'hui le village du monde est un pilier du Paléo Festival. Pouvez-vous expliquer à nos téléspectateurs de la chaîne de référence Antenne A qui nous suivent en ce net moment, qu'est-ce qu'il représente ce village du monde? Elle représente quoi? Pour nous, la volonté, c'est de présenter à notre public en Suisse des cultures qu'ils connaissent un peu moins, des cultures plus lointaines, des musiques, pour montrer que la musique peut rassembler aussi les gens, rassembler les peuples. Les gens viennent là, dansent, chantent avec les artistes. Et c'est quelque chose de très important pour nous, ce côté de rencontre, de fraternité entre le public de notre pays et puis des artistes qui viennent de partout dans le monde. Voilà. Mais aujourd'hui, sur quels critères choisissez-vous la région du monde à inviter? Alors on doit avoir, on fait une petite analyse des musiques des pays visités et puis on regarde s'il y a assez d'artistes pour trouver une programmation assez variée qui représente, comme je l'ai dit, aussi bien les musiques traditionnelles. Cette année on a un groupe de Gnawa, c'est Asma Hamzaoui. Les Gnawa, c'est les musiques marocaines qui viennent de l'Afrique du Sénégal, qui viennent à l'époque, et c'était des musiques jouées principalement par des hommes. Et là, le groupe de Asma Hamzaoui, c'est un groupe avec 5 femmes, donc c'était assez particulier de recevoir ce groupe et ils ont eu un succès incroyable. Mais c'est Jacques Aumonier, mais comment faites-vous pour capter le sens musical d'une région aussi vaste, parfois méconnue du public suisse? C'est très subjectif. Moi, je me déplace beaucoup. Je vais dans les festivals des pays visités. Et puis, j'aime bien voir les artistes sur scène. Et puis, de manière subjective, je choisis ceux qui me touchent, ceux qui me paraissent intéressants à venir, à inviter, à venir se représenter, jouer chez nous. Donc voilà, c'est un côté un peu subjectif. Mais je vois beaucoup de concerts tout au long de l'année, que ce soit dans les pays visités ou dans des festivals spécialisés dans les musiques du monde. Mais quand vous dites que vous voyagez beaucoup, vous visitez beaucoup plus de pays, est-ce que vous pouvez quand même nous citer quelques-uns, peut-être le pays d'Afrique où vous avez déjà visité? Oui, alors je suis allé cette année au Maroc et en Tunisie pour préparer les villages du monde sur le Maghreb, mais je me suis rendu aussi en Afrique du Sud, à Johannesburg il y a quelques années. Je suis allé aussi à Zanzibar pour un festival sur l'île de Zanzibar. Après, je suis allé beaucoup en Amérique du Sud, au Brésil, au Mexique. Je suis même allé en Chine, parce qu'une année on avait fait une thématique autour de la musique d'Extrême-Orient. Je suis allé en Birmanie. Enfin, mon métier est assez passionnant parce que je dois choisir des artistes, mais à l'autre bout du monde, donc ça me permet aussi de voyager. Donc c'est une chance pour moi de pratiquer ce métier. Je suis pas gourmand, mais je souhaiterais aussi entendre dans votre bouche que vous avez pu voyager en Afrique centrale, plus précisément chez moi au Congo, qui est le bassin de la musique africaine. Alors, il faut que je me rende au Congo, effectivement, et puis il faudrait qu'on fasse... Moi, je vous inviterai. Ah bah c'est avec plaisir. Il faudrait qu'on puisse faire une fois une thématique autour de l'Afrique centrale, sans doute, avec tous les pays qui sont dans l'Afrique centrale. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup d'artistes qui pourraient faire un gros succès dans notre festival. Est-ce que monsieur Jacques, y a-t-il une édition du village du monde qui vous a particulièrement marqué? J'ai beaucoup aimé l'édition de l'Afrique de l'Ouest. C'était très festif. On avait aussi bien des groupes de métal togolais qui alliaient le rock métal à des percussions du Togo. C'était quelque chose d'assez magique. J'ai beaucoup aimé aussi le village du monde avec la destination du Moyen-Orient.
C'était très riche, très varié, des musiques moins connues aussi par les spectateurs chez nous. Donc voilà, c'est vraiment ce but, ce plaisir d'amener des cultures, d'ouvrir un petit peu l'esprit des gens aussi, en leur présentant des musiques moins connues. Parlons maintenant de l'Afrique, précisément de l'Afrique centrale. Quels artistes africains ont joué au Paléo ces dernières années? Alors on a eu beaucoup d'artistes africains, les Sud-Africains, il y a eu Johnny Clegg et Sabuka, on a eu Fela Kuti, on a eu Femi Kuti, il y a eu beaucoup, Touré Kunda, c'est un des premiers groupes sénégalais qui est venu jouer à Paléo, mais ça c'était il y a peut-être 30 ans. 30 ans passés. Plus de 30 ans, le premier groupe africain qui a joué chez nous, c'est un groupe qui venait du Ghana, qui s'appelle Ozibisa, qui faisait une espèce de fusion entre les musiques du Ghana et le jazz. Donc c'est magnifique. Et l'an dernier, on a eu une grosse star du Nigeria qui s'appelle Burna Boy, qui fait de l'afrobeats. Et c'était vraiment une tête d'affiche qui a joué sur la grande scène devant 40 000 personnes. Donc on voit qu'il y a quand même des courants musicaux en Afrique très forts qui peuvent s'exporter dans le monde entier, quoi. Notamment avec l'afrobeat du Nigeria et puis quelques groupes du Congo que vous allez me faire découvrir. Tout à fait, je vais vous faire découvrir tout à l'heure, mais vous connaissez quand même que nous avons une musique dénommée la rumba congolaise. Là, vous connaissez ça? Oui, je connais la rumba congolaise, effectivement, et puis j'espère vraiment qu'on puisse une fois amener ces musiques chez nous en Suisse, parce que c'est une musique très festive et notre public aime bien aussi danser, faire la fête, donc je pense qu'il y aurait vraiment une connexion intéressante avec le Congo. Voilà, moi je me permets déjà, parce qu'il nous reste 4 ou 5 questions, mais je me permets déjà de vous montrer certains artistes, si vous les permettez. Nous parlons ici, celui-là je peux déjà vous montrer, elle s'appelle Maman Mbilia Belle, elle est là. Mbilia Belle, comme vous pouvez l'attendre, c'est celle-là. Là, c'est dans une de ses productions, je pense au Kenya, au festival au Kenya. Donc la Cléopâtre. Donc voilà, un jour si on peut aussi la voir ici, ça va vraiment nous faire énormément plaisir. Ça fera plaisir à tous les Congolais et Congolaises et surtout de l'Afrique centrale, parce qu'elle est tellement aimée. C'est la seule, l'unique dame que nous avons. D'accord. Est-ce qu'elle tourne aussi dans toute l'Afrique? Elle fait des dates Oui, elle tourne partout. Elle tourne partout. Là, c'est au Kenya. Je peux pas encore vous montrer. Tout à l'heure, là, elle est à voilà. Là, ça, c'est encore le festival. Vous êtes en train de voir. Vous voyez déjà, ça ressemble quand même au Paléo. Tout à fait. Alors c'est vrai que parfois des artistes sont très connus dans leur pays et puis chez nous ils sont pas encore aussi connus, mais on est là aussi pour faire découvrir les artistes, pour les faire rayonner dans le monde entier, quoi. C'est celle-là. Elle s'appelle Maman Mbilia Belle à Cléopâtre. Je pense que je vous passerai toutes les coordonnées de son manager et tout consort. Vous entrerez en contact avec elle. Il n'y a pas que elle, hein. Donc là c'est du côté féminin, mais du côté masculin, nous avons aussi comme Ferregola, qui a fait aussi la Cor Arena, qui a fait Genève Arena, qui a joué aussi dans des grandes salles. Nous avons aussi Jibem Piana, nous avons aussi Fali Poupa, nous avons Werason, ils sont nombreux, Héritier Watanabe, ils sont vraiment nombreux. Donc je vous donnerai la liste, les temps pour nous définir notre émission. Mais Monsieur Jacques Monnier, comment je peux dire, repérez-vous les talents africains, notamment ceux qui ne sont pas encore connus en Europe? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est en allant sur place, en allant dans les festivals, un festival qui dure 4 ou 5 jours avec 20, 30, 40 groupes. Cela me permet en très peu de temps de voir beaucoup d'artistes, de rencontrer aussi leurs agents, leurs managers, de rencontrer parfois les artistes, discuter avec eux. Donc pour moi c'est très riche et très important de me déplacer dans les pays visités pour vraiment sentir et ramener le meilleur de mon choix. Forcément subjectif. De votre choix. Forcément subjectif. Mais si aujourd'hui on peut deviner quel est votre choix. Vous aimez quoi? Quel type de musique aimeriez-vous? Vous aimez tout genre ou bien vous avez votre type de musique? C'est vrai que l'arbitre qui arbitre un match de football, il ne peut pas avoir des camps. Mais quand même, vous pouvez nous dire à travers cette émission. En tant que programmateur d'un festival comme ça,
très éclectique avec des musiques très différentes. Je m'intéresse à toutes les musiques, que ce soit la musique que ce soit du rap, des musiques traditionnelles, du rock, des musiques électroniques, même la musique classique, parce que chaque année on a un concert de musique classique qui va se passer demain sur une scène importante devant 10 000 personnes. Et donc pour moi c'est important d'être très ouvert, d'avoir un esprit ouvert pour pouvoir programmer des artistes qui s'adressent à des générations différentes. Cette année, comme vous venez de dire, c'est l'Afrique du Nord qui est à l'honneur. Quand est-ce qu'on pourrait imaginer d'y voir aussi l'Afrique centrale être à l'honneur? Alors on survole tous les continents, et là on est en Afrique, donc je pense qu'on va peut-être l'année prochaine aller en Amérique du Sud ou en Europe de l'Est, on ne sait pas encore, mais certainement qu'on va revenir dans quelques années, on va revenir en Afrique. On a fait l'Afrique du Sud, on a fait l'océan Indien avec les îles de la Réunion, et on a fait l'Afrique de l'Ouest. Donc effectivement, l'Afrique de l'Est reste une cible qu'on n'a pas encore exploitée entre guillemets. Donc on va réfléchir à tout ça et j'espère qu'un jour on accueillera des groupes de chez vous. Voilà, mais quel conseil donneriez-vous à un jeune artiste africain, aujourd'hui qui est en train aussi de regarder cette émission, mais qui a vocation, qui rêve un jour de pouvoir venir prester aussi au Paléo? Qu'est-ce que vous pouvez lui dire à travers cette émission? Je pense qu'il faut beaucoup travailler forcément. Tu vas beaucoup bosser. Il faut beaucoup bosser, il faut beaucoup jouer. En général, on commence dans des petites salles, on commence devant 30, 40 personnes, c'est les copains, c'est la famille. Et puis s'il y a un morceau qui accroche le public, ça va passer à la radio, ça va passer sur les réseaux sociaux. Et puis les artistes vont se faire comme ça découvrir. Et on voit maintenant avec les réseaux sociaux que des artistes peuvent très rapidement acquérir une notoriété assez incroyable. Avant, les carrières se montaient en plusieurs années. Maintenant, les artistes en quelques mois peuvent exploser grâce au réseau et se retrouver sur des scènes assez importantes très rapidement. Et aujourd'hui, à nos téléspectateurs d'Afrique qui ne connaissent pas encore le festival, quelle heure diriez-vous pour leur donner envie de découvrir encore une fois de plus les Paléos? L'envie de découvrir beaucoup de musiques différentes, l'envie de faire la fête, l'envie de bien manger, l'envie de trouver des amis, l'envie de trouver, de draguer, voilà, c'est vraiment des draguer, surtout ça. Ça fait partie de l'ensemble du quoi. Voilà. Ouais, de faire la fête, quoi, de profiter de la vie, quoi. Profiter de la vie, surtout ces moments des rencontres. Oui, c'est un moment de rencontre. C'est vraiment un lieu où on peut venir tout seul et c'est sûr qu'on va rencontrer du monde, qu'on va pouvoir discuter, qu'on va pouvoir danser. C'est vraiment un lieu très ouvert et très chaleureux, quoi. Mais comment ça se passe pour avoir des stands, peut-être celles-là aussi qui sont en train de nous regarder, ou ceux qui nous regardent dans un moment, qui voudront peut-être prochainement avoir un stand pour exhiber, soit montrer ce qu'ils font, les entrepreneurs et tout ça. Et comment ça se passe? Qu'est-ce qu'ils doivent faire, par exemple? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Alors comme nous avons des programmateurs pour choisir les artistes de musique, nous avons des programmateurs pour choisir les stands de nourriture. Donc ce sont des gens qui se déplacent aussi, qui vont voir dans d'autres événements des gens qui font de la cuisine, qui goûtent. Et puis voilà, il y a une discussion qui se fait et puis on décide d'engager tel groupe, tel restaurant qui fait du couscous, tel restaurant qui fait de la paella, tel restaurant qui fait des sushis. Et ces restaurants viennent ici, s'installent provisoirement pour faire découvrir leur nourriture. Donc c'est un peu comme la musique, on fait découvrir des mets, des saveurs différentes. Et ça, c'est quelque chose de très important pour nous aussi. Mais s'il y a quelqu'un en particulier peut-être qui s'est dit, bon voilà, moi je vais prendre les stands, je viendrai peut-être montrer à tous les téléspectateurs, leur faire goûter peut-être le repas congolais. On a la chikwang, on a les foufous, on a les pondous, on a les safous, on a tout ça, mais qui n'a pas un restaurant peut-être dans une ville quelconque ici en Suisse. Est-ce que cette personne-là peut avoir aussi la possibilité de pouvoir avoir les stands et puis faire la cuisine?
Oui, bien sûr, c'est possible, mais il faut savoir quand même qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de spectateurs, donc il faut être bien organisé, il faut pouvoir suivre, préparer la nourriture derrière, installer des cuisines provisoires, cuire sur place et vendre. Donc c'est quand même une logistique assez importante et il faut bien se préparer parce qu'autrement, en quelques heures, il n'y a plus de nourriture, on n'a pas prévu assez, donc il y a quand même toute une préparation. Comme un artiste qui se prépare pour jouer, les gens qui font la nourriture doivent aussi se préparer pour qu'au moment où le public soit là, la nourriture soit prête, bonne, bien chaude si c'est un plat chaud, et puis prête à être servie. Donc c'est quand même un travail aussi important de préparation quand on vient faire la nourriture ici. Comme programmateur, M. Jacques Mounière, est-ce que vous avez eu quand même un artiste pour lequel vous l'avez fait venir et puis juste à la fin de sa prestation, vous vous êtes dit c'est du waouh? Est-ce qu'on peut connaître les noms de cet artiste? Il y a beaucoup d'artistes avec l'effet waouh. Moi, je suis fan d'un artiste. Comme qui? Fan d'un artiste canadien qui s'appelle Neil Young, que j'avais découvert quand j'avais 15 ans en regardant le film de Woodstock, qui était vraiment des vieilles histoires. Et puis c'est un artiste qui est toujours là et pour moi c'était un artiste préféré. Quand il est venu ici, c'était un des plus beaux jours de ma vie. Vous gardez les souvenirs jusqu'à aujourd'hui? Oui, bien sûr. Ouais. Okay. Voilà, merci Monsieur Jacques Monnier pour la disponibilité et puis pour votre engagement au service de la diversité musicale. Un dernier message à tous les téléspectateurs de la chaîne de référence Antenne A qui te regardent, plus précisément celle de l'Afrique. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire concrètement comme ils vous ont vu? Certainement, il y a beaucoup d'artistes maintenant qui vont commencer à chercher. Il est où? On va vous envoyer des messages, des trucs comme ça, mais dites-nous, qu'est-ce que vous pouvez lancer comme message à tous ceux qui ont vraiment l'envie, qui sont au taquet un jour de pouvoir venir jouer aussi au Paléo? Il faut s'accrocher, comme j'ai dit, il faut vraiment beaucoup travailler pour avoir un bon niveau. Maintenant, il y a beaucoup d'artistes qui jouent partout dans le monde. Nous, on reçoit des milliers de propositions. Donc, c'est vrai que la sélection, elle est difficile, mais il faut s'accrocher, il faut y croire, il faut croire en ses rêves. Et puis, moi, j'espère vraiment pouvoir venir découvrir votre pays ces prochains mois, aux prochaines années, parce que je sens qu'il y a un potentiel énorme au niveau musical. N'hésitez pas, je suis là. En tout cas, moi, je vais, s'il faut vous accompagner, s'il faut faire quoi que ce soit, vous faire rencontrer avec des autorités, nous sommes là. Parce que c'est notre boulot. Et voilà, nous sommes là. En tout cas, vous serez la bienvenue dans la capitale de la rumba. Très bien. Mais pour nous, c'est très important d'avoir des relais, des gens, des spécialistes dans les pays qui peuvent aussi nous guider et puis conforter nos choix et puis nous faire d'autres propositions parce qu'on ne connaît pas tout et heureusement. Tout à fait. Voilà, merci. Ça en est fini pour aujourd'hui. Merci pour les temps que vous nous avez donnés. Merci à tous les téléspectateurs de la chaîne des références qui nous ont suivis. C'est un plaisir de recevoir M. Jacques Monnier, le programmateur de ces grands festivals européens, je peux dire comme ça. Je l'ai dit avec force parce qu'il n'y a pas d'eux, il y a que ce festival. Depuis que je suis entré de sillonner, en tout cas, non, ça c'est du waouh. C'est vraiment du waouh. Nous allons vous faire découvrir comme si vous étiez avec nous ici ensemble en Suisse. Vous allez vivre ça, vous allez vivre les à côté de ces festivals. Donc merci à la grande équipe, merci à toi Janine Bonkono, la crème des crèmes, merci à toi Madame Léna Rey, merci beaucoup pour tout ce que vous êtes en train de faire. En tout cas, ça nous va droit au cœur. Merci infiniment aussi à toi, Dieu merci tantôt. Moi, votre humble serviteur, William Tshisekedi. Je vous retrouve prochainement, mais nous continuons toujours sur le site des Paléo Festival. Voilà, fidèles téléspectateurs de la chaîne de référence Antenne A, nous continuons notre bien sûr série des interviews dans ce festival, le plus grand festival de l'Europe. Et comme je vous avais annoncé que nous continuons à recevoir les hauts cadres, ceux qui font que ces festivals puissent exister. Bien sûr, nous recevons encore une fois de plus M. Alex, qui est le responsable des stands au Paléo Festival. C'est lui qui est notre invité dans cette deuxième partie de cette émission après celle que nous avions fait avec M. Jacques Monnier qui est le programmateur du festival. Bonjour et bienvenue M. Alex. Salut William, merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Cette année, une anecdote en dit longue sur cette mission. Un stand emblématique qui servait des sandwichs au magret des canards a dû modifier son offre pour des raisons éthiques
je crois finalement ce sont des sandwichs au poulet qui ont été autorisés. Alors pourquoi ces choix? Bah, simplement parce qu'on a, pour la durabilité, un gros effort qui est fait au Paléo Festival. Et puis bah, le canard, c'était un produit qui était un petit peu devenu has-been, si on peut dire comme ça. Et puis on est parti sur du végétarien et du poulet. Donc c'était ça les choix? Oui, c'était ça le choix, c'était de changer un petit peu l'offre. Alors oui, c'est un stand emblématique, oui, les gens, c'était pour eux un rituel, mais il faut changer et avancer dans la vie. Mais comment cela fonctionne-t-elle? C'est-à-dire, quand on prend une décision, alors ça c'est un stand qui est géré par nous, donc c'est une association. Eux, ils viennent tenir le stand pendant la durée du festival, mais c'est nous qui décidons ce qu'ils vont vendre dedans. Et puis bah, là, on a eu une réunion avec eux, on leur a dit que le canard, on voulait que ça s'arrête. On a proposé autre chose, et puis voilà. Voilà, mais aujourd'hui, pour mieux comprendre les téléspectateurs qui sont en train de regarder sur la chaîne de référence Antenne A sur Canal+, et puis TNT, ils aimeraient aussi savoir quel est votre rôle que vous jouez dans ce festival. Alors moi, je choisis tous les stands de nourriture, donc d'artisanat et d'associations. Ça représente à peu près 200 stands. En termes de, tu as dit tout à l'heure qu'on était le plus grand festival d'Europe. Alors c'est pas vrai, mais on est le plus grand festival en termes de nourriture parce qu'on a près de 150 stands de nourriture. On est plus grand que les street food. Mais pourquoi cette rectification? Parce qu'on sent l'engouement qui existe. On a pu aussi sillonner dans d'autres festivals. Nous nous sommes dit que avec notre œil que nous regardons que ça c'est le plus grand festival. Comment on vous donne ces éloges, vous refusez? Non, je les refuse pas. C'est juste qu'en termes de personnes qui viennent au festival, on n'est pas le plus grand. Il faut pas s'inventer des choses. En tout cas, nous, on essaie de rester modeste toujours. C'est ce qui fait le succès du festival. Par contre, on est en termes d'organisation peut-être le plus grand parce qu'on est à une cinquantaine à l'année à travailler. Et aujourd'hui, combien de stands avez-vous dans ces festivals et quels sont les critères pour que les gens puissent obtenir les stands? Alors, on a actuellement cette année 198 stands, il y a 128 stands de nourriture, il y a 27 stands d'artisanat, le reste c'est des associations, des ONG, Médecins sans frontières ou ce genre de choses. Et puis la sélection, simplement les stands déposent une candidature. Moi, je regarde l'offre, j'essaie d'apporter de la diversité. Cette année, on a 55 cultures culinaires différentes qui sont représentées. Donc après, en fonction, je fais mes choix en fonction de ce que je peux goûter, parce que j'arrive pas tout à goûter sur une année. Ouais, j'ai pas le travail le plus dur du monde, mais en tout cas, pas au niveau des repas. Et puis après, j'essaie d'avoir une offre équilibrée qui propose de la diversité. Je vais pas mettre 8 burgers, ça me servirait à rien. Mais je suis un peu, je peux dire comme ça, un peu gourmand. J'ai sillonné tout le festival, tous les stands. Je n'ai pas pu voir un seul stand congolais. Qu'est-ce qui se passe? Parce que vous ne goûtez jamais à la nourriture congolaise ou bien c'est juste votre choix comme vous venez de dire? Non, c'est parce que j'ai pas de candidature. En fait, j'avais une candidature d'une dame qui fait des beignets. Mais j'avais déjà des offres à peu près similaires. Je vais la goûter l'année prochaine. Je sais où elle sera. Mais vous savez, j'ai 600 candidatures par année. Je dois en prendre 130. Donc voilà. Mais j'ai pas vraiment de candidature de stand congolais. Donc si des Congolais de Suisse m'écoutent là et qui veulent postuler, mais avec grand plaisir. Elle est là déjà. C'est une très fabricante des beignets. C'est pourquoi je lui ai dit, tant que caméraman aussi, il faudra qu'elle puisse, dès qu'elle va vous voir comme ça, qu'on en discute parce qu'elle fabrique aussi bien des beignets. Mais elle fabrique des beignets en Suisse? Oui, bien sûr, parce que oui, les Suissesses des bases. Suissesses et puis d'origine congolaise. Bah vous voyez, j'ai bien fait de répondre que j'avais quand même reçu une candidature, hein, parce que sinon c'était un petit peu une question piège. Oui. Vous avez su que c'était une question piège, hein? Bah non, je l'ai vu après, mais c'est pas très grave. Moi, je suis assez transparent, assez honnête. Ouais. Les beignets ont l'air très bien, mais j'avais déjà des offres qui étaient vraiment ressemblantes sur le quartier libre. Et puis, moi, je vais pas sortir un stand avec qui ça se passe bien pour prendre un autre. C'est pas la politique du festival. La politique du festival, c'est d'être fidèle et loyal avec tous ses partenaires, les stands compris. Ça veut pas dire qu'elle a aucune chance de rentrer au Paléo Festival, pas du tout. Mais simplement, l'offre là, par rapport à ce que j'avais déjà, c'était une offre de plus dans le même style, même si j'ai aucun doute que c'est excellent. Ok, vous pouvez aussi nous confirmer là que l'année prochaine il y aura bel et bien le stand congolais, peut-être avec la diversité. Il y aura pas que de beignets, il y aura du foufou, il y aura du pondou. Peut-être on va vous faire goûter ça aussi en avance. Alors ça devient intéressant là, si on se retrouve avec ce genre de mets. Après, sur des beignets, sur des desserts, vous savez, on a beaucoup de gaufres, on a beaucoup de crêpes, on a beaucoup. Ça reste quand même des produits, les fish cakes aussi, des produits qui sont approchants des beignets sucrés en fait. Après, si on part sur une offre sur le culinaire salé, alors avec un immense plaisir.
D'accord, tu as entendu, hein? Il faut faire goûter M. Alex. Hein? Voilà, voilà, merci. Et nous continuons, M. Alex. Justement, comment faites-vous pour équilibrer entre la fidélité à deux stands historiques, les nouveautés et les impératifs éthiques ou écologiques? Alors, l'équilibre, il se fait un petit peu naturellement parce qu'on a des stands qui sont fidèles depuis de très nombreuses années. Et puis, des fois, ils arrêtent d'eux-mêmes. Les personnes sont là depuis longtemps, elles en ont ras-le-bol ou elles changent de domaine d'activité. Et là, ça me permet d'introduire des nouveaux stands. En général, je vais les chercher sur la place extérieure à Quartier Libre où il y a une vingtaine de stands. C'est un peu la porte d'entrée pour entrer dans le festival. C'est très rare qu'un stand rentre directement dans le festival, sauf si il est dans le thème du Village du Monde. Il y avait l'Afrique de l'Ouest il y a 3 ans au Village du Monde par exemple et puis voilà, et puis c'est un roulement naturel qui se fait, mais vous savez, les stands quand ils viennent ici ils ont pas envie d'en repartir, donc les places sont chères. Les places coûtent combien? Alors quand je disais les places sont chères, je vais pas vous donner de prix, mais c'est juste que ils se battent pas pour la place, mais quand ils sont dedans, ils veulent pas lâcher la place. C'est plutôt ça que je voulais dire. Ah, donc c'est pas en termes d'espèces trébuchantes? Non, c'est plutôt en termes de... Paléo, c'est le plus grand d'Europe pour la nourriture, donc les gens, ils veulent rentrer là, ils veulent y rester. Donc c'est pour ça que peu de stands partent, et puis à moins qu'il y ait une énorme erreur, on ne prend pas de mesures ou autre. Donc c'est compliqué de rentrer à Paléo. Voilà, on a entendu parler d'un petit scandale cette année autour du stand au Maghré des canards. Pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est passé exactement? Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on avait décidé pour la durabilité d'arrêter le canard, que ce soit pour le public ou pour nos bénévoles, et puis on a décidé de le remplacer par une offre végétarienne pour le public, et puis pour nos bénévoles avec également du poulet. Voilà ce qui s'est passé. C'est une décision d'entreprise, c'est une décision comme d'autres le prendraient en fait. J'ai rien de, il n'y a pas de volonté, comment dirais-je, il n'y a pas de volonté je trouve plus le terme. Bref, c'est pas très grave. C'est juste qu'on prend les décisions, on pense à la durabilité, et puis voilà. Qu'est-ce qui a fait aujourd'hui, vous pouvez quand même dire aux téléspectateurs comment les canards ne répondent plus aux exigences du festival? Alors c'est pas qu'ils répondent plus aux exigences du festival, c'est qu'on a déjà une bonne offre avec des stands qui proposent de la viande. 80% de nos stands proposent de la viande. Et puis nous on essaie d'aller vers la durabilité. Et comme c'était un stand paléo, on a décidé que c'était aussi à Paléo de montrer l'exemple du végétarien. Mais, alors vous venez de dire concernant les poulets, mais comment les poulets est-il considéré comme le plus acceptable? Parce qu'on essaie de proposer une offre qui satisfasse les deux. Nous, on n'a pas de choix idéologique. Voilà, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. C'est pas des choix idéologiques. Nous, on propose au public une offre végétarienne. On propose à nos bénévoles une offre poulet et végétarienne. Et puis voilà. Alors, monsieur Alexandre, comment vous gérez ce type de situation délicate auprès du public? Vous savez, c'est comme pour tout. Hein. Quand un artiste... est programmé et que ça plaît pas au public, il est critique. Quand un stand est enlevé, le public est critique. Nous, on sait pourquoi on prend ce genre de décision. On est très à l'écoute de nos festivaliers et du public. Dire qu'on a fait ça et que c'est une erreur, ça peut arriver. C'est pas le cas dans le cadre du magret de canard, je vous rassure tout de suite. Mais nous, on est très à l'écoute et puis on essaie de s'améliorer en permanence. Il y a quelques années, vous aviez proposé même des stands d'insectes. Est-ce que vous accepteriez aujourd'hui encore? Bien sûr, c'était avant le Covid, je me rappelle bien. C'est moi qui m'occupais d'eux, j'étais que bénévole à l'époque. Oui, il y avait des stands d'insectes. Après, je sais pas si la Suisse est vraiment prête pour ce genre de consommation, mais moi, je suis tout à fait ouvert à reprendre un stand qui propose des insectes. Est-ce qu'il y a-t-il de demandes qui ne passent pas à la sélection? Le demande des stands, par exemple. Par rapport aux insectes, vous voulez dire? Ouais. Alors, j'ai pas reçu de candidature depuis 2 ans pour les insectes. Ah bon? Ouais, parce que vous savez, comme je vous dis, je pense qu'en Suisse, on n'est pas encore tout à fait prêt pour ça. Un jour, ça viendra probablement, et puis on verra à ce moment-là. Ça viendra progressivement. Je pense. Ok, merci beaucoup, monsieur Alexandre. Nous continuons avec vous. Et comme je venais de vous dire tantôt, fidèles téléspectateurs, que c'est lui. Si vous êtes en train de voir toutes ces stands, c'est grâce à lui, grâce à son équipe. C'est lui qui fait d'abord les choix et voilà. Et puis ça passe à une commission et puis voilà. Donc nous continuons avec lui. Nous l'avions réussi pour éclairer l'opinion nationale tant qu'internationale concernant les choix des stands ici au Paléo. Donc, monsieur Alexandre, avez-vous je peux dire, une anecdote marquante à partager sur un stand?
Oh, ça fait depuis 2013 que je suis là, les anecdotes marquantes, Par exemple. J'en ai un certain nombre. Vous voyez, la météo, elle est extrêmement changeante. Là, on risque de prendre de la pluie. Et je me souviens d'une année où il pleuvait tellement. On nous a demandé de courir ici et de fermer tous les stands de nourriture et de mettre les gens à l'abri. Et j'ai couru, j'ai mis tout le monde à l'abri. Et tout d'un coup, je me suis retourné, il n'y avait plus que moi qui n'étais pas à l'abri. Et c'était assez drôle parce que tous les stands m'appelaient pour me dire viens là, viens là, viens là, viens là. Après, en termes de nourriture, oui, il y avait un stand à l'époque très très connu au festival qui avait l'habitude d'inviter pas mal de gens. Derrière son stand, il y avait presque un festival dans le festival. Donc c'est ça qui vous a plus marqué. C'est l'esprit paléo en fait. C'est vraiment ça. Voilà, mais aujourd'hui, monsieur Alexandre, y a-t-il de demandes des fois inattendues que vous avez réussi un jour, des demandes que, voilà, depuis que vous êtes là, ça fait des années, et que vous vous dites une demande, une personne qui postule, vous vous dites, ouais, ça c'est une nouvelle demande que je n'ai jamais réussi. Et ça vous est déjà arrivé? Alors malheureusement ça arrive de plus en plus rarement, hein. La créativité, je trouve qu'elle est en train de baisser un petit peu. J'ai pas vraiment de demande. J'ai des choses que je goûte dans les street food festivals, dans notre festival, où je dis waouh, ça il me le faut à Paléo. Mais par contre j'ai pas de candidature. Ça tourne autour des burgers, des crêpes, des gaufres. Donc non, il y a pas de créativité. Les smash burgers à une époque c'était très à la mode. Est-ce qu'aujourd'hui, M. Alexandre, dans ce paléo, y a-t-il aussi un repas que vous goûtez tout le temps, que vous ces repas-là, ça manque jamais au festival et que vous aimez, vous aussi? Parce que oui, c'est vrai, on a toujours chacun ou chacune une nourriture qu'on aime beaucoup. Oui, alors moi j'ai un petit rituel à moi, hein, c'est que le premier repas que je prends au festival, en général dans un stand, c'est au stand de pommes de terre garnies. Et je fais ça tous les mardis de chaque année le festival. Après des incontournables, il y en a plein. Vous avez le Biblos, le traiteur libanais qui est un incontournable. Thai Curry, le stand thaïlandais qui est derrière moi. Aquaba qui est en train de devenir aussi quelque chose qui est bien en place ici. Je vous dis, c'est difficile de choisir. On a 55 cultures culinaires différentes représentées. Et puis si j'en mets un en avant plus que les autres, après les autres ils vont être jaloux. Donc ils vont être jaloux parce que vous les avez pas cités. C'est ça. Ok. Et d'accord, mais nous arrivons vers la fin de notre interview. Est-ce que vous avez quand même un message à tous les téléspectateurs qui sont tentés de te regarder sur la chaîne de référence Antenne A, et précisément à Kinshasa en Afrique, parce que nous sommes sur Canal+ et puis sur TNT. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire par rapport au paléo? Alors par rapport au paléo, moi je peux lancer un appel pour les gens qui résident en Suisse et qui font la cuisine traditionnelle africaine de n'importe quel pays. Faites des candidatures. Nous on est vraiment ouverts à ouvrir à étoffer encore notre diversité culinaire, et puis ce sera un plaisir de les recevoir. Et puis sinon, pour tous les autres, si vous avez l'occasion un jour de venir au paléo, venez, c'est le meilleur festival du monde. Voilà. Là, on accepte que c'est le meilleur festival du monde parce qu'il y a tout ici. Voilà, merci beaucoup pour les temps consentis, et puis nous vous remercions. Nous sommes toujours là aussi. L'année prochaine, nous serons là. Et on continue à être à vos côtés pour faire découvrir l'Afrique. Qu'est-ce que plutôt les paléos, ces grands festivals européens dont nous sommes en train de vous faire couvrir comme si vous étiez ensemble avec nous ici en Suisse. Nous espérons aussi que l'année prochaine, la rumba congolaise sera représentée parce qu'on a pas mal d'artistes congolais. Et nous souhaiterons aussi les voir jouer sur scène ici. Et ça vous en dit aussi quelque chose? Alors ça, non, moi je m'occupe pas de la programmation musicale, je m'occupe de la programmation culinaire. Donc la programmation, chacun son métier, mes collègues de la musique le font très très bien. J'ai pas d'informations plus que ça. Ok, merci beaucoup. Ça c'était juste une petite pique. Voilà, nous arrivons à la fin. Merci beaucoup. On se retrouve par la suite. Merci à toi, William. Merci beaucoup, Alexandre.